Le politicisme intégral, l'absorption de tout et de tous par la politique, n'est que le phénomène même de la révolte des masses, décrit dans ce livre. La masse en révolte a perdu toute capacité de religion et de connaissance. Elle ne peut plus contenir que de la politique. Une politique frénétique, délirante, une politique exorbitée, puisqu'elle prétend supplanter la connaissance, la religion, la sagesse, en un mot, les seules choses que leur substance rend propre à occuper le centre de l'esprit humain. La politique vide l'homme de sa solitude et de sa vie intime. Voilà pourquoi la prédication du politicisme intégral est une des techniques que l'on emploie pour le socialiser. Lorsque quelqu'un nous demande ce que nous sommes en politique, ou prenons les devants avec l'insolence inhérente au style de ce temps, nous inscrit d'office dans une politique déterminée, nous devons, au lieu de répondre à l'impertinent, lui demander ce qu'il pense qu'est l'homme et la nature et l'histoire, ce que sont la société, l'individu, la collectivité, l'État, la coutume, le droit. Mais la politique s'empresse de faire la nuit pour que tous ces chats soient gris. Bonsoir, cher Amos. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, cher Radou. Bonsoir à tout le monde. Superbe introduction. Tu peux peut-être expliquer aux gens d'où ça vient, ce passage ? Eh bien, ce passage est extrait de la préface à la traduction française du titre qui est annoncé à l'intérieur, c'est-à-dire à la révolte des masses, livre phare du philosophe espagnol José Ortega y Gasset. Et j'ai choisi de commencer notre dialogue par cet extrait, puisque nous voulions parler, c'est toi qui m'avais mis sur cette piste, alors je pensais à cet extrait, parce que nous voulions traiter en quelque sorte du politicisme intégral, c'est-à-dire du fait que toute chose de nos jours doit s'inscrire dans un programme politique. Dès que l'on a des discussions politiques, on est sommé de choisir son camp, la gauche, la droite, les extrêmes ou pas les extrêmes, l'extrême centre, l'extrême gauche, bref, que grosso modo, la filiation politique prime sur n'importe quelle autre considération. Oui, considération, pensée, opinion. Et je voulais critiquer cette optique elle-même, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pensé à cet auteur, qui est un auteur magistral, que j'espère, ceux qui nous écouteront ont déjà lu, mais s'ils ne l'ont pas lu, en tout cas, par exemple, Dalrymple, dans un de ses livres, mais en tout cas dans les deux, je pense que j'ai traduit le cite plusieurs fois et j'ai copieusement agrémenté ces citations de notes de bas de page pour donner le contexte. Il cite bien sûr La révolte des masses d'Ortega y Gasset. Je rappelle aussi que Ortega y Gasset, c'était un des philosophes majeurs qui avait mis en avant Scheller, du vivant de Scheller, et donc il fait partie de cette même famille d'esprits profonds et qui ont traité d'un nombre de sujets allant de la politique à l'esthétique en passant bien sûr par l'anthropologie philosophique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pour cela que j'ai choisi cet extrait qui est pas dans l'édition originale, et il a été expressément écrit pour les Français, pour la préface à l'édition française. On se demande bien pourquoi, tiens. Oui, je pense que déjà, il y a près de 100 ans, donc le livre est paru en 1929 en espagnol, et, il a été traduit en français en 1937. Donc il a presque 100 ans d'âge, mais on pourrait dire que malheureusement, ce passage n'a pas pris une ride. Alors, avant de plonger donc dans la discussion autour de ce sujet-là, à savoir la politisation de toutes les discussions interhumaines aujourd'hui, un petit point donc sur notre boutique, sur les éditions Carmin, les envois, où on en est, mon cher Moss? S'agissant des expéditions, on a expédié tous les livres de Thomas Sowell, Discrimination et disparité. Normalement, vous les avez reçus. Si vous ne les avez pas reçus, c'est vraisemblablement que vous faites partie des retours. Donc on a reçu des retours, des gens qui n'ont pas pu les récupérer, etc. Et il y a peut-être eu des gens pour qui ça s'est perdu. Donc si vous ne les avez pas eus,
et que vous n'avez jamais eu de notification pour vous dire que on venait chercher un paquet ou je sais pas quoi, c'est peut-être que vous faites partie des pertes. Dans tous les cas, contactez-nous. Voilà. Maintenant, vous êtes peut-être dans le petit groupe des derniers à ne pas l'avoir eu, mais vraiment l'immense majorité des gens l'a eu, et on a eu quelques retours, mais c'est en train d'être traité, quoi. On en a déjà réexpédié une partie. Donc normalement, voilà, d'ici une semaine, tout le monde l'a, j'espère. On peut dire, oui, on peut dire voilà, que les envois de la campagne de discrimination et disparité de Sowell sont finis. Voilà. Si vous n'avez pas reçu votre exemplaire, c'est qu'il est en cours d'acheminement. Et vraiment, si le 15 février, on va donner une date, si le 15 février, vous n'avez vraiment rien reçu, ni une notification mondiale relais, ni le livre proprement dit, eh bien là, revenez vers nous à travers la messagerie Tipeee, on insiste là-dessus. C'est notre canal de communication privilégié pour nous faire part donc de vos doléances, et nous traiterons aussi vite que possible celle-ci. Voilà, ça c'est pour la campagne Sowell, donc considérons qu'elle est finie. Même les envois internationaux ont été faits, donc ça, il n'y a pas eu d'exception. J'ai posté des colis pour le Canada, la Suisse, même le Japon. Bref, tout a été traité. Il n'y a pas eu d'exception. Contrairement donc à la campagne Scruton, alors là, récapitulons, Scruton, on a envoyé le visage de Dieu à tous ceux qui vivent en France et qui ont une adresse française en tout cas. Le visage de Dieu a été envoyé à ceux qui l'ont précommandé parmi ceux qui habitent en France. Donc, ouais. Par contre, à l'international, on n'a rien envoyé, ni le visage de Dieu, et a fortiori pas le désir sexuel qui n'est pas encore prêt, qui le sera, d'après mes calculs, quelque part au début mars ou fin mars, en tout cas courant mars. Voilà, parce que voilà, nous sommes en février. Je pense que voilà, je n'ai pas encore la préface, mais le livre est en train d'être composé, par notre metteur en page, et j'attends toujours la préface. Donc, en théorie, si tout le monde tient ses délais, la préfacière et le metteur en page que vous avez eu l'occasion de voir lors du live de fin de campagne Sowell, notre ami Thomas Savary. Donc si tout le monde tient ses délais, on devrait pouvoir imprimer vers la fin de février, et donc en fonction des délais de livraison, la poste, tout ça, on devrait pouvoir envoyer cet opus vraiment impressionnant de Roger Scruton, Le désir sexuel, enquête philosophique, véritablement un livre extrêmement ambitieux que j'ai agrémenté de plus de 800 notes de bas de page. Enfin non, il y en a 800 avec les notes de Scruton. Donc peut-être les miennes, il y en a peut-être 600. Celles de Scruton, je pense qu'il y en a peut-être 200. Donc voilà, bon, vous le savez, j'essaye toujours d'aplanir l'entrée dans ces textes difficiles, et vraiment, je pense que c'est le texte le plus difficile qu'on ait jamais publié chez Carmin pour le moment, parce que d'autres choses arrivent. Voilà pour l'état des envois. Donc, encore une fois, si le 15 février, vous n'avez pas reçu DD, discrimination et disparité, revenez vers nous. Ceci étant dit, pourquoi tu voulais que l'on parle de la politisation des discussions en général, mon cher Moss ? À la base, principalement parce que on avait discuté un petit peu d'une forme de pensée magique qui avait l'air de saisir tout le monde quand il s'agissait de parler de sujets, et souvent d'une forme de détournement de questions qui devraient tous nous préoccuper légitimement. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il serait bon de faire pour l'éducation, etc., vers des questions qui prenaient une approche un petit peu différente, qui serait quelque chose comme « mais qu'est-ce que c'est faire une éducation de droite ?» Voilà. Et ce glissement de quelque part une question qui est ouverte à une question qui part d'un postulat qu'il faut faire une éducation dans une certaine logique qui est définie par de la politique, ça nous amène à cette fameuse citation qu'on a eue en préambule.
D'accord, donc, donc c'est véritablement, ça part d'un étonnement que tu as eu dans des discussions avec diverses personnes. Oui, non, mais avec diverses personnes, j'ai eu ça sur, par exemple, typiquement, là, vous avez peut-être vu passer cette énorme polémique sur les quais de Seine. Il y a des gens qui se sont demandé ce que c'était que de faire des quais de Seine de droite. Bon. Et d'accord. Moi, je trouve ça intéressant. Ça me rappelle des billets d'un ami à nous, Richard de 16, qui faisait. C'est vrai. Dans l'incorrect. Est-ce que un livre là-dessus d'ailleurs. Oui, avec plein de billets différents. Est-ce que le rond de serviette est de droite? Est-ce que le manteau est de droite? Enfin, il rigolait un peu avec ce thème. Bon, je sais pas, mais ok, très bien. Donc, je crois qu'il y a un YouTuber qui a fait aussi genre philosophie de droite, enfin des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, je sais pas. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui te pose problème dans cette façon d'aborder, par exemple, l'éducation, en fait? Quand tu dis, qu'est-ce que c'est qu'une éducation de droite? En fait, c'est qu'on perd de vue l'objectif que c'est censé avoir. On ne se demande pas quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre, on ne se demande pas même quelle forme ça doit prendre. Et on finit par... presque essayer de chercher une cohérence avec d'autres propos qu'on a eus sur d'autres sujets comme une priorité par rapport au fait de transmettre certaines informations ou certaines connaissances. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui parfois se font parasiter par d'autres débats en disant ah non mais le plus important dans l'éducation c'est qu'il y ait quand même la sécurité à l'école. Alors c'est important. On est bien d'accord. Mais je veux dire, a priori, on n'envoie pas les enfants à l'école pour trouver un lieu de sécurité. C'est pas le concept. Le concept, c'est quand même qu'il y ait une certaine éducation qui soit communiquée aux enfants. Enfin, je sais pas, ça t'a jamais frappé, toi, cette manière qu'on avait parfois de détourner des débats sur des sujets qui pouvaient faire une sorte de consensus entre la plupart des gens normaux et qui finissaient par être des pommes de discorde entre des gens juste parce qu'on les avait politisés d'une certaine manière? Oui, je sais pas. On ne fréquente pas les mêmes cercles. Peut-être, c'est possible. Mais bon, en tout cas, je sais pas. Moi, je pense que le problème fondamental, c'est qu'on perd de vue effectivement on perd de vue la vision plus globale, à savoir bien sûr quelles valeurs faut-il défendre, quelle valeur faut-il incarner, dans quelle direction faut-il aller, et à force de commencer par le problème de l'affiliation politique. Une affiliation politique, c'est une affiliation groupale, d'accord? Ok, si tu es de droite ou de gauche, c'est que tu appartiens à tel groupe qui veut s'emparer du pouvoir, parce que c'est quand même ça, en fait, la politique, c'est quand même tourne autour du fait de s'emparer du pouvoir, et donc, beaucoup de choses sont vues dans le prisme d'une stratégie court-termiste d'alliance avec un certain nombre de gens avec lesquels il faudrait défiler, comme on disait dans le communisme, avec lesquels il faudrait marcher, avec lesquels il faudrait manifester pour arriver à s'emparer de ce fameux pouvoir. Et qu'à partir de là, si toutes les discussions sont politisées au sens où toutes les discussions finalement servent, même à un niveau micro, en quelque sorte de circulation d'alliances politiques en vue d'une prise politique, parce que c'est comme ça que donc tout est quand même grévé ou incliné, ou si je puis dire influencé par la perspective d'une alliance politique transclasse, générationnelle, comme on voudra, en tout cas dans l'objectif de souder des forces plus ou moins vives afin de maintenir, garder, conquérir le fameux pouvoir. Donc, et quand on a cette exigence première de serrer les rangs, en quelque sorte, c'est ça, parce qu'avant tout c'est ça, premièrement il y a une surveillance groupale sur ce que l'on dit, et donc il y a un déni de liberté individuelle, parce qu'il y a aussi ce qui disparaît
c'est le désintéressement en fait, parce que et la véritable quête du savoir pour le savoir, de la sagesse pour la sagesse, de la beauté pour la... Il y a le désintéressement en fait s'évanouit. Moi, c'est ça aussi ce que je vois. Je lis en ce moment les mémoires d'un grand monsieur qui s'appelle Jean-François Revel, et il a remarqué que dans ses discussions avec les politiciens, il le dit d'une façon assez plaisante, il n'a jamais rencontré un politicien qui lui ait posé des questions désintéressées en fait, qui se soit intéressé à la philosophie qu'il avait lui-même étudiée, parce qu'ils étaient tous en quelque sorte obnubilés par leurs intérêts politiques, et toutes les questions qu'ils avaient qui leur traversaient l'esprit n'étaient guidées que par la poursuite de leur intérêt propre en fait. Donc c'est un peu tout ce qu'on voit typiquement. Enfin, c'est pareil. Moi, je vois beaucoup ça typiquement quand je fais des études de statistiques ou que je partage des papiers de recherche ou des choses comme ça qui sortent. En fait, 80% de ce que je sors, personne ne s'y intéresse réellement. Genre la plupart, et tu parles de tes vidéos, non, pas forcément juste les vidéos, aussi ce que je sors sur Twitter. Typiquement, je sors pas mal de choses sur Twitter dans des fils où j'analyse tout, je décortique l'étude, etc. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai sorti une méta-analyse au moment où on enregistre, une méta-analyse où ils expliquaient que de manière un peu inattendue, en fait, la testostérone avait un rôle assez faible dans la prise de risque, sauf quand c'était des risques qui étaient pas très intéressants en fait. En gros, des trucs genre des tickets de loto, des petits jeux débiles ou des choses comme ça. Là, il y avait de la prise de risque qui était... Des rodéos urbains, peut-être ce genre de choses, ouais. En tout cas, quand il s'agit de faire des trades financiers à plusieurs millions d'euros, visiblement la testostérone n'est pas trop concernée par l'histoire. Quand il s'agit de prendre des risques du type je vais m'expatrier pour fonder une entreprise à l'autre bout du monde, c'est pas trop la testostérone non plus visiblement. Et moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça un peu surprenant parce que j'avoue que j'avais toujours eu l'impression que, en fait, j'avais pas segmenté le risque en plusieurs catégories. J'ai trouvé ça vraiment authentiquement intéressant, donc j'ai partagé le truc et tout. Mais en fait, ça, par exemple, c'est quelque chose, je vais avoir 15 personnes qui vont trouver ça intéressant, qui vont peut-être lâcher un petit pouce ou un petit machin, mais les études qui marchent, en fait, c'est celles qui renforcent des narratifs qui sont déjà établis et où les gens n'ont pas à se poser trop de questions. Et donc, qu'est-ce qui marche en général ? C'est le moment où tu sors une étude qui prouve un truc que tout le monde sait déjà, ou qui renforce un discours politique ambiant sur un sujet donné. Et alors là, pour le coup, ça va très loin. Bon, mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que le but de faire de la science ou d'aller faire des études ou des choses comme ça, c'est pas juste de valider ses a priori sur plein de choses. Et j'ai l'impression que malheureusement, pour pas mal de gens, en fait, c'est devenu un peu ça. Et donc c'est malheureux, mais quelque part il y a une bonne partie même des gens, je pense, qui pourraient faire en fait il y a des comptes qui analysent des études ou des chiffres ou de la donnée qui vont... Des comptes Twitter Twitter principalement, mais même un peu YouTube en fait. Mais tu as des gens qui quelque part vont s'enfermer dans des micro-sujets, précisément parce qu'ils ont une force politique très forte et que les gens vont dire ça vaut la peine de cliquer dessus, etc. Et c'est un peu triste parce que c'est vrai que ça rétrécit un petit peu tout le périmètre de ce qu'on pourrait avec de l'intelligence vouloir regarder. Donc à ce titre-là, je trouve ça un peu dommage. Ce que tu dis m'amène peut-être à nuancer mon propre propos anti-politicien. C'est intéressant cette histoire de narratif. C'est intéressant oui. Alors je trouve que c'est l'idée de dans quelle narration tel fait, telle découverte s'inscrit. Ça je pense que c'est pas mal comme approche, parce que en effet il peut y avoir, d'ailleurs c'est malheureux mais c'est ce qui se passait dans le bloc de l'Est,
ou justement des chercheurs tout à fait honnêtes qui pensaient qu'œuvraient uniquement pour la science, tout à coup faisaient la publicité pour leur découverte et ne se rendaient pas compte que ces découvertes mettaient à mal le narratif justement du parti, et ils se retrouvaient tout à coup accusés d'être des ennemis objectifs et purgés, alors qu'eux ils pensaient avoir fait simplement une œuvre utile et ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas saisi le narratif dans lequel devait s'inscrire leur propre découverte. Donc ça c'est et ils croyaient que c'était toujours l'objectivité qui primait en fait. J'ai l'impression que c'était ça qui s'est passé typiquement dans les recherches en physique quantique. Il y a eu une période visiblement, moi de ce que j'ai pu voir, où les types, si tu veux, ils essayaient de faire un tout petit peu de la science honnêtement. Ils savaient pas trop parce que en fait quelque part il y avait beaucoup de flou et d'incertitude. C'était des choses qui n'étaient pas parfaitement connues, etc. Donc il y avait une part des théories, des choses, et en fait pendant le même temps il y avait des gens qui étaient en train de filtrer et d'expliquer que non mais cette hypothèse là vous n'avez pas le droit de la poser, et puis cette hypothèse là vous pouvez la poser, et des types étaient là ça, c'est les hypothèses, cette hypothèse elle est bourgeoise, cette hypothèse elle est prolétarienne. C'est exactement ça, oui, c'était exactement ça. Oui. Ça c'est déterministe, ça il faut attention là. Donc ouais, et quand ça met à mal le narratif officiel, oui, si effectivement là c'est intéressant parce que oui quand même les narratifs, ça je pense que Peterson on parle souvent de cette histoire, mais je pense que les narratifs sont effectivement, la société est un champ de combat entre différents narratifs qui expliquent le fonctionnement du monde, etc. Le narratif victimaire, par exemple, on va dire, pour dire vite, le narratif de gauche, il y a un certain narratif victimaire qui va t'expliquer que voilà, les injustices sont causées par des méchants qui accaparent toutes les ressources, etc. Et donc, ça crée des victimes qui sont elles-mêmes excusables parce que dans ce narratif, on intègre l'indéterminisme social, donc il évacue les problèmes du mérite et de la liberté individuelle. Et donc, c'est le narratif victimaire qu'on pourrait dire de gauche, à certains paramètres, effectivement, on pourrait dire voilà le déterminisme, la culture de l'excuse, le misérabilisme, l'aspect victimaire et revanchard et plein de ressentiments, etc. En tout cas, ça c'est le narratif. Ce qui se passe réellement derrière, quand ils ont le pouvoir, quand la caste a le pouvoir, c'est totalement différent. Mais en tout cas, le narratif dit ça en fait, et on pousse les choses. Justement, on promeut la justice sociale, l'égalitarisation, l'égalitarisme, enfin le nivellement plus ou moins par le bas. On voit ce que ça donne à l'école d'ailleurs. Et puis peut-être il y a un narratif plus de droite qui va mettre... Non, c'est pas pour rien que nos amis Padu et Chris s'acharnent à dire que le mérite individuel n'existe pas, que la liberté n'existe pas. Ils s'acharnent sur les éléments, on pourrait dire, d'un narratif de droite, en fait. Le narratif qui dit, finalement, la vie n'est pas juste, elle ne devrait pas l'être, l'inégalité est naturelle, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, mais on ne doit pas pour autant arriver à établir une situation d'égalité de fait. En tout cas, un narratif un peu plus de droite est quand même composé d'un certain nombre d'éléments narratifs, si je puis dire, qui sont corrélés les uns aux autres, en fait. Et il y a finalement une bataille entre les deux, non ? Oui, après, il y a aussi des sortes de dimensions parfois plus cyniques, c'est-à-dire qu'il y a des gens... les narratifs ont parfois aussi eux-mêmes une sorte de métatexte où les gens se disent on a intérêt à pousser ce narratif-là, pas parce qu'on y croit, tu vois, parce que je veux dire là quelque part au premier étage tu te dis non mais moi je crois que les gens sont principalement leurs vies sont déterminées un peu par leurs actions, ou au contraire je crois que non, tout est déterminé par leur héritage de leurs parents, de leur sociabilité, leur habitus, tout ça. Bon,
Mais après, tu as aussi les types qui disent non, mais attends, on a intérêt à dire que c'est à cause de l'habitus, etc. Donc tu as une sorte de poupée russe qui se met en place assez vite. Et d'ailleurs, à droite, tu pourrais avoir des gens qui disent en fait, même si c'est 80% de l'héritage et de la sociabilité, on a intérêt à dire que les gens ont quand même un peu la possibilité de modeler leur destin, en fait. Et c'est un peu le côté self-made man américain ou des choses comme ça. Donc. Oui, mais d'ailleurs, les gens de gauche ne se privent pas de dire que justement, on pousse ce narratif qui met l'accent sur le mérite et la liberté uniquement pour dissimuler que ce ne sont que de toute façon, des chocs et des décisions prises en coulisses par des grands de ce monde, et que de toute façon, ça ne sert que de cache-sexe, en quelque sorte, de cache-misère à des influences historico-sociales, etc. Donc, quand je dis que c'est un combat de narratif, effectivement, c'est que chaque camp, quand il est doué, parce que j'ai l'impression qu'il y a des camps qui sont plus doués que d'autres, quand il est doué, arrive à un petit peu faire passer son narratif pour la meilleure explication de ce qui se passe. Donc. C'est un peu, parfois on appelle ça le marché libre des idées, l'idée que quelque part, il y a plein de propositions qui expliquent les choses, et il y a une sorte de guéguerre pour savoir qui va trouver l'idée qui séduit le plus de monde. Ce qui, au passage, rien que dans cette manière de le présenter, montre tout de suite qu'il y a une sorte de limite. C'est que, quelque part, les idées, pour pouvoir séduire, c'est pas convaincre rationnellement, en fait. On est en train de parler de il faut que ce soit suffisamment simple, digeste, et que ça fasse plaisir aux gens pour que les gens aient envie d'y adhérer, en fait. Il y a aussi toute cette question-là, et d'ailleurs c'est un peu ça aussi tout le cynisme du monde politique, c'est que en fait, politiser les choses, c'est aussi les simplifier suffisamment pour que même le type qui veut pas s'y intéresser ait l'impression d'avoir débloqué une clé de compréhension de quelque chose. Tous les types qui... c'est pour ça, moi, ce que j'ai vu dans les commentaires, typiquement quand je faisais les vidéos sur le marxisme, j'avais beaucoup de commentaires. Alors, j'avais des gens qui étaient très érudits sur certains des textes de Marx, tout ça, qui faisaient des commentaires pertinents, parfois de mauvaise foi, mais pertinents quand même. Et j'avais aussi des gens... leur niveau d'analyse et de compréhension, c'était des trucs du style non mais Marx il a raison parce que moi j'ai l'impression que quand je travaille mon patron est plus riche que moi. Bon, et je peux être d'accord avec ça, mais ça suffit pas à justifier tout, de réfuter une vidéo de 1h30 avec juste ça, en fait, c'est un peu léger. Bon, et je crois que malheureusement, et d'ailleurs ça fait partie un peu du cynisme, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais tous les milliardaires qui veulent s'intéresser à la politique, en France en particulier, mais il y a la même chose partout dans le monde. En fait, ils ont très bien compris que le but, c'était pas forcément de convaincre 51% de la population qu'ils avaient la meilleure perception et la meilleure compréhension du monde et tout ça, sur tous les sujets. C'est pas ça leur but. Ils se disent, ok, on va trouver certains sujets suffisamment consensuels qui font éventuellement suffisamment peur à une partie de la population, et on va essayer de convaincre 51% des gens qu'on a la meilleure explication sur ce sujet précis. Et donc tout de suite c'est beaucoup moins intéressant, en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des explications politiques qui sont un peu simplistes, qui tournent un peu en rond sur certains sujets. Enfin je sais pas, mais je veux pas être méchant, mais typiquement les types de gauche te parlent toute la journée de racisme pour expliquer plein de choses. C'est-à-dire que maintenant le racisme va t'expliquer soi-disant tout, depuis les problèmes d'emploi jusqu'aux problèmes de logement. Bon, et inversement, tu as des gens qui vont... Oui, il y a eu cette brillante ministre qui veut former les agents immobiliers parce que soi-disant ils seraient racistes. Non, il y a eu encore une fois... moi, de ce que j'ai vu, c'est la LICRA qui a fait des tests. Si j'ai bien compris, alors je dis ça en live, j'ai pas le truc sous les yeux pour être précis, mais si j'ai bien compris, ils ont appelé des agences immobilières
Et ils se sont fait passer pour des gens qui voulaient mettre des logements sur le marché à louer. Et ils ont dit, oui, par contre, je ne veux pas d'eux insérer un groupe ethnique particulier. Et ils ont noté la réaction de l'agent immobilier sur une échelle allant de mais jamais vous pourriez demander ça, monsieur, c'est illégal, jusqu'à oui, on se comprend, vous en faites pas, machin, en passant par nous, on vous transmet juste les profils, c'est à vous de trier. Voilà. Et ils ont considéré que globalement, tout ce qui était à partir de c'est à vous de trier était une discrimination raciale. Bon, tout ça étant quelque part un peu le problème, c'est qu'on ne sait pas si les agents immobiliers seraient vraiment allés dans les faits jusqu'à faire le tri. Là on est sur un truc hypothétique. Du déclaratif. Donc c'est un peu du déclaratif. Si ça se trouve, l'agent immobilier moyen, quand il a eu, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, j'ai encore un boomer au téléphone, il essaie de m'imposer une contrainte sur ces trucs. Bon, allez, je lui dis oui, comme ça on remporte le truc. Et puis après, une fois que l'appart sera en vitrine, c'est moi qui gère de toute façon, c'est pas lui. Bon, si ça se trouve, la plupart des agents immobiliers se sont dit ça. Mais sauf que comme on n'est pas allé jusqu'au bout de l'expérience, on peut pas vraiment le savoir. Donc... Alors moi, ça m'appelle deux choses. Premièrement, que le livre qu'on a sorti de Sowell parle exactement de ça. Donc, de cette, justement, c'est dans le titre discrimination. Justement, ça parle vraiment de ça parce que justement, il explique que les gens font des choix prudentiels, réfléchis, et qu'on appelle ça de la discrimination et du racisme, alors qu'en fait, ce sont juste des choix basés sur des généralisations à partir des faits, justement, et pour éviter des problèmes. Mais ça, je vous laisserai découvrir le livre, et on en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Et puis ça me rappelle une deuxième chose, c'est par contre que cette thématique entre le déclaratif et ce qui se passe vraiment, ça va être le thème d'un des livres qu'on va sortir, je pense, vers septembre. La traduction donc de Private Truth, Public Lies, de vérité privée, mensonge public. Je ne sais pas si on gardera exactement ce titre, mais je pense que oui, de Timur Kuran, qui traite justement du problème de l'opposition entre le déclaratif et le réel, et que beaucoup d'enquêtes, soi-disant, qui établissent un sort de portrait de la société se basent sur du déclaratif, et alors que le réel, la réalité, est bien différente. Mais et du déclaratif mensonger, parce que les gens, justement, savent qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas dire, en fait. Bon, oui, mais ça, c'est... Ok, donc là, on est parti, oui, sur l'idée que, voilà, dans le narratif de la gauche, c'est bien pour ça que nous, on publie les livres de Sowell, par exemple, ce sont des éléments qui essayent de briser ce narratif, justement, et notamment sur le dernier, s'occupe véritablement de cette grande causalité de la discrimination, en fait, et il anéantit l'idée que ça serait toujours lié à des problèmes de stéréotypes et de l'exclusion irrationnelle, en fait. Donc ça, c'est oui, le narratif de la gauche s'est imposé, et je pense que si certains de nos auditeurs nous suivent et nous écoutent, c'est peut-être parce qu'ils trouvent que c'est étouffant et que tout simplement que c'est faux, en fait. Peut-être parce que les gens trouvent tout simplement bêtement que c'est faux, que les choses dans la société ne s'expliquent pas par le racisme et par la discrimination, et que même que peut-être tout simplement, si tu es véritablement propriétaire d'un bien, cela veut dire que tu peux en faire ce que tu veux, justement, parce que c'est ça, être propriétaire, et que donc si tu décides de le louer à des Schtroumpfs patagonais, c'est ton problème, ou si tu décides de le louer à des Roumains, c'est encore une fois ta liberté, mais pourquoi est-ce que l'État devrait s'immiscer dans cette transaction entre les individus, en fait ? C'est là où... il y a cette question-là, et puis pour être honnête, moi je pense qu'on est quand même obligé de parler aussi du fait qu'une bonne partie de ces comportements en France sont exacerbés par le fait que tu ne peux précisément pas faire ce que tu veux si jamais tu décides de récupérer ton appartement, par exemple. C'est-à-dire que tu as la trêve hivernale, tu as des lois sur les squats, tu as tout un tas de trucs qui font que en réalité, en tant que propriétaire, si quelque part, la pénalité à choisir un mauvais locataire est assez violente.
Et je pense que d'ailleurs ça c'est un truc que les gens de gauche ne voient pas, c'est qu'en fait ils n'ont pas réalisé pour beaucoup qu'ils payaient en difficulté à se loger le fait qu'il y avait des pénalités violentes aux propriétaires si jamais ils avaient pris un mauvais locataire. C'est-à-dire que comme globalement ils ont des protections qui sont peut-être très agréables, mais en tout cas qui protègent de manière uniforme à la fois des types bien et des types qui vont peut-être pas payer leur loyer pendant 6 mois tout en disant c'est l'hiver, il fait froid, et le propriétaire, pour gérer ce risque-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est d'autant plus sélectif et exigeant, et il finit en général par imposer une sorte de pénalité cachée aux types qui sont bien sous tout rapport, juste parce que il va faire beaucoup plus de vérifications que ce qu'il aurait fait normalement, en fait, parce que comme il peut pas les faire partir quand il veut, il s'adapte. Oui, donc finalement, est-ce que une des solutions ne serait pas d'évoluer vers un libéralisme à la Milei où tu appliques la loi et après les gens assument leurs difficultés en quelque sorte? Disons que c'est un système français moi j'ai été dans d'autres pays, j'ai été locataire dans d'autres pays. J'ai pu voir des pays où en fait le propriétaire si il te dit t'as 15 jours pour partir, c'est complètement légal en fait. Et bon, nous en France ça serait impossible, on dirait mais non, il faut un préavis minimum de temps, etc. Donc quelque part on a les inconvénients de ces avantages. Tu as une sécurité mais elle se paye par autre chose. La sécurité se paye par la dépendance à l'État, oui, pour dire ce qu'il y a. C'est ça, elle se paye par la dépendance à l'autorité centrale. Bon. D'ailleurs, il y a eu la même truc, j'en profite vite fait parce que j'ai vu passer un article aussi qui disait dans les Échos qu'il y avait eu un effondrement de l'offre locative. Et entre autres choses, il pointait du doigt le problème de l'encadrement des loyers et l'augmentation des normes énergétiques et tout ça. Et je suis désolé, mais c'est vraiment du Sowell dans le texte en fait. C'est-à-dire que si un type décide dans un bureau que ça serait super bien que tout le monde ait un appartement parfaitement isolé, pas cher, en fait, à partir du moment où on a fixé la variable du prix, qu'est-ce qui reste ? En fait, il va y avoir de moins en moins de gens qui vont être qui vont avoir envie de le faire, et donc en fait, on effondre l'offre. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste sur le marché ? Des trucs extrêmement chers, bien isolés mais extrêmement chers, ou des petits filous qui essayent de filouter en refourguant, parce qu'ils savent bien qu'il y a une sorte de pénurie, des trucs qui sont clairement pas aux normes et qui sont pas du tout aux attentes environnementales, écologiques, tout ce qu'on veut. Mais en sachant très bien que de toute façon la plupart des propriétaires n'ont pas envie de louer, donc quelque part on se retrouve avec un peu le pire, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas eu des appartements super isolés, pas chers pour tout le monde, mais en fait on a eu probablement des appartements moins bien isolés pour beaucoup de gens et des appartements beaucoup plus chers pour certaines personnes. Ouais. Un des aspects aussi qu'on n'a pas abordé concernant donc la vision pro-politicienne de la vie, c'est qu'en fait, en tout cas le simplisme politicien, moi c'est celui qui m'effare le plus, c'est cette impression que, bon bien sûr, avec la foi dans l'État et la foi dans des explications simples, et encore plus que ça, dans la foi dans l'utilisation des formules, Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est par exemple le traitement de Renaud Camus. Tiens, je vais parler de ça. Le traitement, il y a eu un livre qui est sorti récemment sur Renaud Camus, l'homme, je crois que ça s'appelle L'homme par qui la peste est arrivée, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'on ne vous présentera plus Renaud Camus. Il est un écrivain qui est devenu célèbre par le fait qu'il a trouver l'expression le grand remplacement. Ce que je trouve vraiment effarant et délirant, c'est l'idée que en ayant trouvé une expression, il aurait inventé un phénomène en fait. C'est le passage entre les mots et la réalité en fait. C'est-à-dire que
Voilà, moi, ce qui m'effare, c'est grosso modo, oui, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ai l'impression que je me retrouve dans ce genre de formule et que il y a, en tout cas dans le champ médiatico-politique, en fait tout un jeu de censure, mais qui est de l'ordre vraiment de la magie, en fait, vraiment de la propitiation, en tout cas d'une peur superstitieuse de faire advenir, comme lorsqu'on ne disait pas le nom du diable, parce que dire le nom du diable, ça l'invoquerait, quoi. Donc il y a un petit peu comme une sorte de on essaie de conjurer la réalité en ne nommant pas les choses. Et symétriquement, on a l'impression qu'on fait advenir la réalité. Et là, ça me paraît tout à fait patent avec cette histoire de Renaud Camus, comme si Renaud Camus avait créé le phénomène de migration de masse vers l'Europe, en fait. C'est ça qui est quand même très étrange, en fait. En tout cas, c'est une chose est de dire, là, il y a telle réalité, il la nomme, il l'interprète dans un narratif, c'est-à-dire, et dans un narratif qui va mettre l'accent sur le fait qu'il y a peut-être une invasion migratoire, qu'il y a peut-être un remplacement de population, que c'est peut-être décidé ou pas décidé, ou en tout cas, bref. Mais ça c'est le narratif. Mais le phénomène lui-même, il l'a pas inventé lui-même. Enfin, le fait qu'il y ait une plus grande, comme disent les gens de gauche, mixité ethnique ou mixité, c'est un phénomène réel, quoi, c'est une réalité. Mais le mélange entre la réalité et la formule, justement, et la trouvaille d'une formule, me paraît ressortir du délire, en fait. Parce que et à l'inverse, alors attends, je vais essayer de proposer une idée un peu complémentaire, c'est que à l'inverse, tu as des gens qui ont l'air de s'attacher à trouver des formules comme si ça allait faire advenir des réalités, ou en tout cas faire d'un seul coup magiquement faire comprendre aux gens certaines choses sur ce qu'ils auraient probablement pas compris avant. Notamment, je pense typiquement comme ça, on pourra pas dire que je défends un camp contre un autre, mais je pense par exemple à la formule du francocide. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette invention qu'avait fait Zemmour pendant la campagne pour parler en fait du fait que certaines personnes d'origine étrangère tuaient des blancs, des Français de souche en gros, parce que c'était des Français de souche. Un peu calqué sur féminicide, tu vois. Bon. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, je trouve pas que ça fasse exister particulièrement plus un phénomène, en fait. Entre guillemets, je comprends l'idée qu'il y a derrière la création d'un mot pour nommer la chose. Mais est-ce que pour autant, d'un seul coup, ça a changé quoi que ce soit ? Concrètement, les gens qui avaient remarqué que, en fait, parfois des types se faisaient planter pour pas grand-chose, ils l'ont remarqué avant même que le mot existe, en fait. Et je suis pas sûr que ça ait fait exister la chose dans la tête de gens juste parce qu'on a créé un mot. Oui, mais bon, le mot, comme pour féminicide, a une autre visée, je pense, ici. C'est-à-dire que dans féminicide, je crois que ce qui est derrière la création du mot féminicide, à côté du banal homicide, c'est d'expliquer que, grosso modo, c'est de vouloir souligner que ces femmes, ces pauvres victimes, auraient été oxyses à cause de leur féminité. Et je crois que le francocide, il est calqué sur cette idée-là parce qu'il semblerait vouloir dire que ces Français auraient été oxys parce qu'ils étaient Français uniquement, en fait. Je pense que c'est ça, il y a une visée de concaténer dans le monde, non pas seulement de décrire une réalité, mais aussi de présenter une certaine causalité, en fait. Je pense que c'est à ça que ça sert. Mais bon, je ne sais pas si c'est voué... ça, ce sont des combats rhétoriques. Parfois des expressions peuvent
apporté un grand succès électoral à certaines personnes. On cite toujours la fameuse petite phrase la fracture sociale de Chirac, vous n'avez pas le monopole de cœur de Giscard. Il y a différents, soi-disant, il y a des formules qui auront fait basculer des gens. C'est possible dans des débats rhétoriques, c'est possible, ça a fait son petit effet, 30 secondes peut-être, mais ça peut être 30 secondes suffisantes pour que un certain nombre de personnes votent pour vous et que ça vous fasse emporter des tas de choses. Mais ça, c'est de bonne guerre. Donc, je pense que ça, en fait, oui, un politicien est un rhéteur, il doit essayer de trouver effectivement des façons de convaincre et de séduire. Je pense que c'est son travail, en fait. C'est normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'il détient les clés de la sagesse et de la nature humaine. C'est ça tout. Là où je pense qu'il y a un appauvrissement, c'est quand les gens en fait passent leur temps à consommer des contenus politiques et à se demander sans cesse s'ils sont de droite, de gauche, parce que ça, ils courent après des chimères en fait éternellement au lieu de se poser la question est-ce qu'ils sont dans la vérité, est-ce qu'ils voient la réalité, est-ce qu'ils ont véritablement développé quelque chose de substantiel avec leurs idées et leur choix de vie, avec leur volonté. Bref, ça, ce sont des vraies questions éternelles, en fait. Par contre, se demander avec qui ils votent, c'est pour qui voter, c'est vraiment... Ça me rappelle, pardon, je vais faire un aparté. Ça me rappelle, on a en Roumanie un grand dramaturge, malheureusement pas traduit en français, qui s'appelle Caragiale, et qui avait une pièce célèbre, en fait, je crois que qui s'appelait Une lettre perdue, peu importe. Je vous rappelle, c'est véritablement un dramaturge du début du XXe, et dans cette pièce, il y a un personnage qui s'appelle le citoyen tourmenté. C'est littéralement comme ça, le personnage il s'appelle le citoyen tourmenté, qui est en fait tourmenté, c'est dit à la roumaine tourmentat, mais c'est repris du français bien sûr, mais pour dire à la fois qu'il est en fait totalement bourré, en fait il est totalement ivre, et en même temps il est tourmenté parce qu'à chaque fois il surgit à l'improviste à différents moments de la pièce pour poser la question avec qui je vote, pour qui je vote. Il est tout le temps en train de se demander, mais moi je vote pour qui, et voilà, ça va pas, parce que c'est une pièce sur des intrigues politiciennes justement, et voilà, et ça ponctue l'action. Donc moi j'ai l'impression que de plus en plus il faut pas devenir un citoyen tourmenté en fait. Se poser toujours la question de pour qui on vote, c'est véritablement s'appauvrir l'esprit, à mon avis, définitivement. Faire que toute sa vie tourne autour du pouvoir politique, c'est peut-être une des façons les plus courantes de la perdre, cette vie, en fait, justement. Je pense que c'est le sens de la citation de Gasset, en fait. Pour revenir sur le début, c'est la révolte des masses en politique, comme il le dit lui-même, c'est justement le fait de perdre tout enracinement justement dans autre chose que l'actualité, en fait. D'accord ? Parce que c'est ça ce qu'il souligne, en fait. Et je pense que dans tous les camps politiques, en fait, il y a peut-être un certain mépris vis-à-vis de la sagesse, de la philosophie, de l'étude profonde, en pensant qu'on pourra toujours trouver des expédients à court-termiste et qu'on va résoudre les problèmes profonds à coup de slogans superficiels, en fait. Bon, et donc c'est ce qui rend la fréquentation des hommes politiques particulièrement pénible, d'ailleurs, généralement, parce que voilà, ils sont... non seulement, je pense parce qu'ils sont creux, parce qu'ils se maintiennent dans une vacuité de bon aloi, peut-être, parce que... voilà, mais... Après, moi j'ai vu, on enregistre ce podcast, on vient d'avoir une flopée de documents de l'affaire Epstein qui est sortie, et j'ai vu des tas de gens se poser vraiment la question de savoir
comment il devait réagir par rapport à ça. Et là, il y a un phénomène que j'ai trouvé intéressant, c'est que, normalement, je sais pas, moi, tu vois passer une affaire, il y a des trucs qui, alors, soit t'horrifient, soit te paraissent tout à fait bons dedans, j'en sais rien. Bon, là, en l'occurrence, je pense que la plupart des gens ont été légitimement un peu horrifiés. Normalement, tu te demandes pas que vont penser les gens de ma réaction à ce que... Non, en fait, il faut pas réfléchir en se séparant son esprit de son corps et en se regardant de l'extérieur en train de réagir. En fait, ça n'a aucun sens. Tu réagis comme tu réagis, en fait. Et j'ai vu des tas de gens s'enfermer dans une sorte de billard à 3 bandes en se demandant si le fait de réagir par rapport à quelque chose n'allait pas dire quelque chose de tel ou tel bord politique et avoir des conséquences et tout ça. Et je comprends pas ces calculs. Vraiment, ça m'a paru être... c'est ça, je pense que c'est ça la vision politicienne. Parce que la vision politicienne, ils doivent calculer l'effet qu'ils font, en fait, d'accord. Un politicien essaie de calculer l'effet qu'il fait parce que c'est un séducteur, d'accord. Donc il doit essayer de calculer s'il arrive bien à séduire ceux dont il espère gagner les faveurs, les suffrages, etc. Donc s'il se posait la question de l'effet que l'expression de son opinion fait, c'est une question véritablement politicienne. Elle n'est pas authentiquement philosophique, c'est peut-être ça ce que tu veux dire. Elle ne trahit pas un esprit particulièrement épris de vérité et d'authenticité, mais effectivement, ça trahit plutôt, oui, une optique de calcul politicien. Effectivement, attends, si j'exprime telle chose, je vais perdre quelle alliance, avec qui je vais perdre quel soutien, quels amis, etc. Donc, est-ce que je me tais, est-ce que je m'exprime, etc. Ce sont les calculs politiciens de base. Alors, c'est peut-être triste si, à tous les niveaux de la société, tout le monde fonctionne avec ces calculs-là. C'est le sujet, encore une fois, c'est le sujet du livre de Timur Kuran, d'ailleurs, c'est ça. Donc, parce qu'effectivement, les histoires de billard à 3 bandes, comme tu le dis, ce sont effectivement le mensonge public, et vérité privée, c'est ça. Grosso modo, ok, je sais que je dois montrer patte blanche. De quelle façon je dois montrer patte blanche? Qu'est-ce que ça veut dire exactement montrer patte blanche à qui? Ce sont des calculs politiciens, effectivement. Et c'est certainement pas très courageux, certainement pas très... intègre, au sens où on ne sait pas spécialement d'être aligné entre ses croyances, sa pensée, son expression, mais c'est politicien, effectivement. On essaye de maintenir des alliances, de garder la face, et on peut comprendre que des gens soient enfermés là-dedans. Parfois, t'as pas obligé de t'exprimer sur tout, en fait. Moi, je comprends pas que les gens se sentent spontanément obligés de... J'ai l'impression que les réseaux sociaux transforment beaucoup de personnes en tautologues, en fait. Tout le monde a l'impression c'est pas que sur les réseaux sociaux, hein. Je pense que c'est parce que tu ne fréquentes pas assez les gens dans la vie de tous les jours pour réaliser à quel point ils peuvent être des tautologues aussi. Oui, non, mais d'accord, mais ça s'amplifie, tu vois. Ok, c'est le café de commerce, mais là, moi, je sais très bien que je n'ai pas d'avis sur des tas de choses, en fait. Je n'ai pas un avis éclairé. Je n'ai pas pris le temps de m'informer suffisamment à mon goût pour trouver que je peux dire quelque chose de pertinent. Donc voilà, moi, je sais que je ne sais pas, pour reprendre une formule. Moi, je peux te dire que à la machine à café, je connais beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses sur à peu près tous les sujets, hein. Le lundi, ils sont experts en géopolitique. Le mardi, ils sont experts en santé publique. Le mercredi, ils s'y connaissent en éducation. Le jeudi, ils savent comment réformer le budget de la Sécu. Enfin, c'est impressionnant, vraiment.
Ah oui, bon écoute, je sais pas, moi ces gens-là m'épatent. Moi, je veux dire, j'ai pas assez de machine à café, moi, c'est ça. Ouais. Toi, tu as une machine à café d'élite, tu vois. Moi, c'est vrai. Moi, j'ai un truc à la moka que je me fais tout seul, tu vois, que je vois. Voilà, c'est le problème, c'est la machine à café. Tu vois. Mais oui, enfin, moi, je crois que de ce point de vue-là, vraiment, hein, les réseaux sociaux pour moi sont largement une sorte de miroir de ce que les gens font dans la vraie vie en fait. Je pense pas que ce soit... Enfin, c'est peut-être un miroir grossissant, hein. Il y a peut-être un effet qui est plus fort que dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, tu retrouves un peu les mêmes comportements en fait. Oui, il y a beaucoup de... Oui, enfin la mise en scène de soi, mais je pense que... Bon, tout le monde se met un peu en scène, même sans réseaux sociaux, mais peut-être que les réseaux sociaux, avec l'anonymat, ça permet à beaucoup de se lâcher, en fait, ce qu'ils ne... Comme le dirait Sowell, encore une fois, s'il n'y a pas de conséquences, c'est toujours le problème du feedback, en fait. Le feedback, voilà. Le feedback met des freins aux gens, en fait. D'accord. Quand il n'y a pas de feedback, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, je pense que c'est ça qui amplifie la tautologie, en fait. Et je pense que aussi c'est le bulvérisme. Moi, je pense qu'il y a une des choses que j'aimerais bien... Je m'attendais à ce que tu en parles. Ça fait un certain temps que je me dis, il va nous parler de ça, sophisme génétique et bulvérisme. Mais oui, mais tu me connais, parce que tu sais que ça, c'est une des choses, à mon avis, que j'aimerais beaucoup qu'elle passe dans le langage courant. Afin de façonner une réalité, car les mots, c'est la réalité. Pensée magique. Exactement. Au moins, non, ça c'est un vrai debunk intéressant, parce que comme il y a des gens qui traquent toujours soi-disant tous ces... Enfin, tu as tous les zététiciens qui traquent les différents types de sophismes, mais le sophisme génétique, c'est pas un truc qui traque beaucoup. Hein. Donc, le sophisme génétique, ou C.S. Lewis avait appelé ça le bulvérisme, en fait, c'est tout simplement de ne pas prendre au sérieux une opinion. Encore une fois, par exemple, l'histoire de grand remplacement, on va revenir à Renaud Camus, par exemple, de dire, ok, de ne pas prendre au sérieux quelqu'un qui dit il y a un grand remplacement, tout simplement pour dire, si c'est quelqu'un de droite qui le dit, parce qu'il le dit parce qu'il est de droite, donc c'est forcément faux, en fait. Et le bulvérisme, c'est en fait de ne pas scinder deux choses qu'on devrait scinder dans l'analyse, c'est-à-dire entre est-ce qu'il y a une adéquatio rei intellectus, est-ce qu'il y a une vérité dans le propos, est-ce que quand le sage montre la lune, il montre vraiment la lune, ou alors il est en train de montrer un lampadaire, mais en tout cas il faut déjà trancher s'il montre un lampadaire ou s'il montre la lune. Et ensuite on peut se poser la question pourquoi il nous montre le lampadaire à la place de la lune, pourquoi il montre la lune à la place du lampadaire. Mais en tout cas ça c'est une deuxième question. La question c'est d'abord d'établir si on parle d'une réalité. C'est tout. Et après, la deuxième question, c'est de s'interroger sur les intentions. Et c'est une vraie question, parce que par exemple, quand certains... Oui, il y a des narratifs, effectivement. Quand quelqu'un va te parler, regarde, par exemple, la gauche va te parler, je ne sais pas, des gens qui meurent de froid, ou le fameux truc, sans la sécu, vous ne pourriez pas vous soigner. Tu vois, il y a plein de il y a plein de choses qui s'inscrivent dans des narratifs. Donc, les faits sont pris dans les narratifs. Mais il faut les scinder. Est-ce que les faits d'abord sont réels ? Et après, on peut se poser la question, ils sont dans quel narratif ? Dans un narratif de gauche, de droite, d'extrême gauche, ça, c'est une deuxième question. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai, en fait ? Parce que le souci, c'est que, tu vois, on reprend le truc du grand remplacement, c'est que là, c'est un cas typique de bulvérisme. Ça ne peut pas être vrai parce que c'est dit par un mec de droite, en quelque sorte. Donc et tu as la même chose d'ailleurs du côté de la droite qui dit la gauche ne peut pas dire des vérités puisque c'est dit par un mec de gauche, en fait. Mais ça, c'est la fin de la discussion, en fait, tout court. Parce que si tu ne peux pas tourner autour d'une réalité, si tu ne peux pas essayer de l'éclairer différemment, parce que finalement, discuter, ça ne veut rien dire d'autre que de éclairer un objet qu'on considère à peu près commun, c'est-à-dire notre monde commun. Mais s'il n'y a pas de monde commun, il n'y a pas de discussion, en fait.
Si on a l'impression que les gens monologuent, le monologue commence par le bulvérisme, en fait, ou par le sophisme génétique. Telle personne dit ça parce qu'elle est de droite, donc ça n'existe pas. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Comme disait l'autre, même Hitler disait bonjour à sa secrétaire le matin. Donc, est-ce que pour autant, il ne faut pas dire bonjour à sa secrétaire? Tu peux pas discréditer une réalité parce que... Justement, tu as plein de gens qui te disent qu'il n'y a pas une réalité, qu'il n'y a pas une vérité, et que tout n'est qu'une sorte de rencontre, de conflit entre des points de vue, tout ça, tu vois. Non mais genre, la réalité, elle est stable. Et c'est vrai, la vérité, c'est les énoncés qui sont vrais. La réalité, ce sont des objets que l'on considère, que l'on contemple, et dont on essaye d'énoncer la nature, on essaie de les éclairer grâce à des idées, justement. Mais je pense que les objets sont réels, ils sont fixes, et ils sont un peu obscurs, justement, si tu ne les éclaires pas, et ils ne sont éclairés que par ta compréhension. Et la compréhension, elle circule entre ton point de vue, mon point de vue, etc. Mais le point de vue, c'est un point de vue sur quelque chose. Sinon, c'est pas juste une phrase qui flotte en l'air. Voilà. Je sais pas. C'est pas que la vérité n'existe pas. Parce que tu vois, tu prends typiquement le cas reprenons cette formule, décidément elle va nous servir pendant tout le podcast de Renaud Camus là. Tu as bien constaté que pendant des années l'enjeu numéro 1 des types de gauche, c'était juste de te dire que ça n'existait pas. Alors tu savais pas trop si c'était la réalité qui n'existait pas ou si c'était la formule qui était impropre, ou si c'était une théorie. Enfin, ils se confondaient parfois eux-mêmes dans leur propre bourgeonnement de réfutation. Mais en l'occurrence, le cœur du message, c'est ça n'existe pas. Bon. Et maintenant, ça existe, et apparemment, c'est ça qui a amené la peste, si j'ai bien compris le titre du bouquin. Mais comment la même réalité peut à la fois ne pas exister et exister, en fait? Oui, non, mais ça, c'est bon, on le laissera se débrouiller avec, mais non, mais c'est-à-dire que c'est juste une façon de, enfin, c'est une forme de folie, comme dirait Chesterton, c'est-à-dire l'utilisation de la pensée. Chesterton disait oui, enfin. La folie, c'est utiliser le mental pour bloquer le mental. En fait. C'est ça. C'est l'utilisation du mental à des fins de blocage. Donc, quand tu... C'est... Bon, mais... Enfin... Bon, en tout cas, c'est un sujet extrêmement vaste, mais encore une fois, là, oui, je pense que c'est un peu un sort de teaser ce qu'on est en train de faire pour le livre de Kuran, mais c'est vraiment de ça qu'il parle, en fait. C'est véritablement tout le problème de l'énonciation publique, de l'acceptation publique et de certaines vérités connues de tous, et comment, en fait, beaucoup de choses dans la politique basculent, parce que soudainement, quelque chose qu'on n'a pas voulu voir pendant trop longtemps, a été accepté par tout le monde, en fait. Alors, Kuran prend l'exemple, bien sûr, de l'effondrement du communisme, mais un exemple le plus éclatant, mais c'est valable pour toutes nos sociétés, en fait. Tout à coup, il y a des verrous qui sautent, comme on dit, les langues se délient, parce que tout à coup, en fait, il y a suffisamment de courage pour pouvoir dire les choses ouvertement, en fait. Et donc, bon, oui, en tout cas, c'est une lutte incessante. Et bon, c'est quand même, pour revenir au narratif de Karma, c'est la lutte dans laquelle nous nous inscrivons, nous, en fait. C'est-à-dire, finalement, nous, on essaye de faire quoi avec les livres que nous traduisons? De ramener des éclairages qui ont été mis de côté pour deux raisons. D'une part pour des raisons idéologiques et d'autre part pour des raisons idéologico-économiques qui sont imbriquées, parce que finalement le système français du livre
tient tellement par la loi Langue et par l'étatisme et par l'universitaire de gauche que finalement la haute pensée de qualité qui ne va pas dans le sens de l'étatisme et de la gauche, elle n'existe pas pour les Français. En fait, elle a été les auteurs français qui ont existé, Raymond Aron, pour parler du passé, Julien Freund, Chantal Delsol qui est sa disciple, donc qui est toujours en vie, mais personne ne la connaît très bien. En tout cas, il y a eu Pierre Manant qui est toujours en vie aussi, mais en tout cas, il y a eu des grands noms de la pensée libérale française. Mais au-delà de ça, tous les autres de l'étranger, parce que quand même, Aron, ça commence à dater quand même aussi. Tout ça, ça sent un peu la naphtaline quand même. Et donc, il n'y a pas eu de renouvellement pour deux raisons, donc à la fois idéologique et économique, parce que ça coûte trop cher aussi de faire les traductions, de ramener, de renouveler, de régénérer le débat d'idées grâce à un influx d'idées, du circuit mondial en fait, tout simplement. Un truc de base, quoi, un dialogue tout simplement. Tout ça n'existe pas parce que ça coûte trop cher. Et ça coûte trop cher parce que politiquement, ça a été mis en place pour que ce soit trop cher. Oui, parce que moi, je trouve que tu es un peu... en quelque part, cette problématique économique, elle est un peu connectée à la première, en fait. Parce que plus souvent, 90%, je pense, de ce qui sort, quand c'est économiquement rentable, c'est juste que quelqu'un a payé le prix, en fait. La diffusion d'idées, c'est un business, le plus souvent, où il y a quelqu'un qui accepte de payer très cher pour avoir des idées qui sont diffusées. Alors quand c'est pour une entreprise, ça s'appelle de la publicité, mais dans le monde, on va dire politique, il y a plein de mécènes, il y a plein de gens qui veulent propager une certaine vision du monde, une certaine idéologie. J'ai fait, il y a vraiment pas très longtemps, une vidéo pour parler d'un des exemples de type qui fait une sorte de pub pour une vision idéologique du monde qui, étonnamment, n'est pas sans intérêt pour son business non plus. Voilà, donc à un moment donné, il faut quand même se dire les choses. Et en fait, en réalité, là, nous, ce qu'on publie, c'est précisément ce qui ne rentre pas dans les cases habituelles, à la fois des publicitaires et des politiciens, en fait, parce que c'est exigeant, ça veut dire qu'il faut faire un vrai travail éducatif. C'est pas des slogans qui vont conduire les gens tout de suite à voter pour quelque chose. C'est un peu plus compliqué que ça, voilà. Et donc ça a une envergure qui n'est pas la même. Et la plupart des gens qui veulent juste diffuser des idées sont très contents d'avoir finalement des diffusions qui sont relativement, je vais dire, simples, voire peut-être même simplistes. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire plein de détails, il n'y a pas besoin d'aller chercher des nuances, des subtilités, des textes qui peuvent avoir des contradictions entre eux. Si en plus tu fais une maison d'édition, tu peux avoir des textes qui ne sont pas d'accord sur un sujet, etc. Et nous, on tolère cette partie-là. Et en fait, c'est grâce à vous qu'on est capable de vous la proposer, en fait. Parce que sinon, il n'y a personne pour la subventionner. Il y a un lien avec la politique, c'est certain. Il y a un lien dans la mesure où, finalement, la politique telle qu'elle est pratiquée en France empêche la diffusion d'un savoir non politique, tout simplement parce que ce savoir non politique pourrait avoir des conséquences politiques, toutefois. Mais surtout, en tout cas, en montrant l'inutilité des politiciens, parce que c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays comme la France, tellement imbu de son étatisme et de son socialisme, parce que c'est ça, en fait, tellement fier de ça, c'est que tout ce qui contredit tout cela ne bénéficie pas des prébendes de l'État. Et donc la situation française semble aller de soi, en fait, comme si elle était parfaitement naturelle et incritiquable. Et quand même, ce qui est important, c'est que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter véritablement des textes extrêmement puissants. C'est aussi parce que
tu ne fais pas vaciller un colosse, même s'il a des pieds d'argile, mais un colosse socialiste étatiste comme celui-là, avec des pamphlets, d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire vaciller, on va dire, Bourdieu, pour dire très simplement, voilà, tout ce qui est établi comme ça, qui semble établi et ancré quelque part avec des racines dans le ciel des idées, voilà, tout ce qui semble... Voilà, tu ne peux pas déboulonner des idoles comme ça, sans des munitions adéquates pour le faire, d'accord. Ça marche pas avec quelques pamphlets, d'accord. Il faut apporter de l'artillerie lourde, des auteurs vraiment d'un calibre suffisant pour déboulonner les vieilleries qui oppressent la pensée française, quoi. Donc c'est pour ça j'insiste sur la nécessité des textes qui semblent difficiles, en fait. Parce que c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est qu'ils sont du calibre de ce qu'il faut pour faire tomber les idoles de gauche, en fait. Oui, ce qui est important, c'est qu'en fait, malgré tout, on essaye de proposer aux gens des réflexions qui sont plus denses, plus nuancées, qui couvrent des champs plus larges, pour ne pas faire ce que Chesterton appelait la folie, en fait, c'est-à-dire s'enfermer dans un cercle relativement étroit et tourner en rond. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu ce que fait une partie à la fois des gens de gauche quand ils vont s'enfermer sur certaines problématiques. Des gens de droite font faire pareil. Il y a des tas de gens qui se mettent dans des niches et qui tournent en rond à n'en plus finir dedans, en fait. Et donc l'idée, c'est aussi d'élargir les perspectives et de permettre une réflexion plus fine. Oui, c'est ça. On pourrait finir sur voilà, exactement cette histoire de perspective. Un des soucis, j'ai l'impression, mais ça dans toutes les chapelles, c'est cette vision très étroite selon laquelle, voilà, on a trouvé deux idées, et maintenant tout le travail serait la propagande pour ces deux idées simplistes. Alors ça peut être, tout va être réglé par un marché libre, tout va être... en fait, il y a beaucoup de chapelles qui, finalement, ont une vision extrêmement simpliste de la réalité. C'est là, pour revenir sur Ortega y Gasset, et donc elles s'enferment dans un problème de moyens, de diffusion d'une idée simpliste, c'est-à-dire dans une histoire de propagande. Il faut juste trouver les moyens pour continuer à rabâcher nos deux pauvres idées. Voilà, la volonté de puissance, je sais pas quoi, la discrimination. Enfin, bref, chacun va trouver l'idée simpliste qu'il aimera, qui lui fera plaisir, et pensera que c'est juste une histoire de moyens pour la diffuser, quoi. Alors que quand on comprend l'homme un peu plus profondément, on se rend compte que, ok, la propagande, elle peut avoir un effet, c'est certain, mais en fait, les gens font des choix parce que justement, ils s'orientent d'après des valeurs éternelles, en fait. C'est ça le truc. Les gens font des choix. On n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un que la liberté, c'est un bien. On n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un que l'air est pur et fait du bien. Et on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un que Beethoven, c'est beau. C'est des choses qui se défendent toutes seules, d'accord. C'est-à-dire que les valeurs, elles émergent toutes seules. Il n'y a pas besoin de propagande. Donc, c'est... là où la propagande est stupide, c'est qu'elle croit qu'elle a besoin d'expliquer ce que c'est que les valeurs aux gens, en fait. Oui, mais parce que tu sais très bien comment ils réfléchissent. C'est pour ça qu'on avait parlé un peu de l'approche politique. C'est que souvent, c'est une logique de l'efficacité. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'un maximum de gens répètent la même chose en même temps. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a plus de réflexion un peu fine, en fait. Il n'y a pas de volonté d'avoir une quête de vérité individuelle, en fait. Ça vise un comportement grégaire et qui est dirigé vers l'efficacité qui est mesurable en nombre de votes ou en partage de quelque chose par des gens, c'est tout. Oui. On peut, mais justement, là où je voulais critiquer, c'est quand même cette logique d'efficacité est inefficace. Là où, ce que je veux dire par là, c'est que je me rappelle une phrase
le site de mémoire, vous me pardonnerez, mais c'est Saint-Exupéry qui disait quelque chose, si vous voulez que les hommes construisent un bateau, ne leur parlez pas de bateau, parlez-leur des aventures en mer, quelque chose comme ça. Enfin, chantez la beauté de la mer et ils feront un bateau. Et je trouve que là, avec sa vision poétique, il indique quelque chose de très efficace et très pragmatique, en fait. C'est pas pour que les gens fassent quelque chose, c'est pas du tout en rabâchant des trucs stupides, etc. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, en fait. Bref, c'est en inspirant, en réveillant, en rappelant l'amour pour certaines choses, pour la mer, comme dit Saint-Exupéry dans son image. C'est comme cela que tu déclenches l'efficace mise en branle pour faire quelque chose, en fait. Et c'est à ce titre que, par exemple, le beau, je reviens sur une idée exposée dans une vieille vidéo, mais que le beau a un intérêt, en fait. C'est-à-dire que quand tu mets des modèles, que ce soit esthétiques, spirituels, comportementaux, tout ça, en fait, ça entraîne les imaginations et les gens vont trouver chacun à leur échelle comment se rapprocher un petit peu de ces choses-là si ça les inspire. Et c'est pas du tout la même chose que de dire à partir de maintenant vous allez tous faire le même mouvement qui est celui-ci et de faire oui, ben c'est sûr. Tu peux prendre dans la gymnastique ou dans la musculation, etc. Il suffit de dire, ok, je veux avoir tel beau corps. Enfin, tu vois une statue grecque, tu vois, ou tu vois Rambo, d'accord, tu vois Rocky IV, d'accord, et tu te dis, je veux avoir un corps sculpté comme ça. T'as pas besoin d'un discours, en fait. Bon, je crois qu'on aura essayé de donner quelques faisceaux éclairants à partir de Ortega y Gasset. Il est temps, non, de conclure tout ça et peut-être de rappeler encore une fois aux gens donc l'existence de la boutique des éditions Carmin. Voilà, si vous avez jamais poussé la porte et que vous êtes un peu intimidé, allez-y, c'est très agréable et confortable. Non, je pense que la plupart des gens qui sont là la connaissent et sont là parce que on tue entre leurs mains un de nos ouvrages, ou ont entre leurs mains un de nos ouvrages. On insiste que si ces ouvrages sont de qualité, c'est qu'on économise sur ce qu'on devrait donner aux libraires et aux distributeurs, et on met cet argent-là dans le papier, dans la reliure, dans la couverture, dans la traduction bien sûr, etc. Mais voilà, on a mis ce qu'on a économisé par rapport au circuit officiel, on l'a mis dans le bel objet que vous avez entre les mains. Il n'y a pas de mystère Carmin, il y a juste un bête calcul économique d'allocation de ressources. On alloue les ressources là où il faut. Il faut que le livre porte bien son nom, que ce soit véritablement un livre et non pas une brochure qui part en miettes au bout de 3 semaines. Sur ces belles paroles, voilà, les DD, discrimination et disparité. Donc, si vous ne l'avez pas reçu le 15 février 2026, écrivez-nous, c'est qu'il y a eu un bug. Voilà. Tous ceux qui ont participé à la dernière campagne devraient l'avoir reçu vers le 15 février, ou au moins reçu la notification de Mondial Relais que le livre est en route. Voilà. Bon, voilà. Comme ça, les choses sont claires, les gens peuvent nous contacter. On a fait le maximum, mais ça peut toujours arriver. Hein, je dirais, à chaque campagne, on a toujours une fraction de % de cas où c'est compliqué, il y a eu un déménagement, il s'est passé des choses. Enfin, voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas eu, dites-le nous, et puis on investiguera et on vous dira ce qui s'est passé de notre côté, et on trouvera un moyen de vous le renvoyer. Merci Moss, merci chers auditeurs, à très bientôt. Merci Radou, bonne soirée.